Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette session de questions-réponses consacrée à la facturation électronique obligatoire. Vous étiez peut-être des nôtres, ce lundi où nous avons eu une session d'une heure et demie un peu plus théorique sur d'où venait la facturation électronique, pourquoi finalement, comment l'utiliser. Et aujourd'hui, on s'engage à répondre à toutes vos questions. C'est l'idée de cette session aujourd'hui. On a eu la théorie dans un premier module, si je puis dire, et là, nous avons la séance de questions-réponses aujourd'hui dans cette seconde partie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va établir un petit peu les règles de bonne pratique de Zoom que nous utilisons aujourd'hui. Vous avez un chat qui est à votre disposition. D'ailleurs, je vous mets un petit coucou dans le chat. N'hésitez pas à faire de même, qu'on sache si vous êtes bien là, que vous n'avez pas de soucis derrière votre écran. D'ailleurs, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les mettre justement dans ce chat. Mais voilà, je vois que les messages arrivent. Bonsoir à Sandy, à Marie-Annick, Nathalie, Magali, Dorothée. Bonsoir à Sandra également qui est dans le chat avec nous. Sandra qui vous distillera tous les liens et toutes les ressources utiles pour continuer justement à rester informé sur ce sujet et sur toutes les actualités du SNI. Bonsoir à Françoise également. Donc on l'a dit, aujourd'hui le but c'est de poser vos questions et d'y apporter les réponses. Et donc pour cela, on va vous demander de ne pas utiliser le chat en termes de questions vraiment que vous avez envie de nous poser sur cette facturation électronique, mais d'utiliser l'onglet QR. Donc vous voyez, il y a un petit point d'interrogation dans une bulle un peu rectangulaire en bas de votre écran. Tout simplement, vous cliquez dessus et vous indiquez votre question. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver à ce niveau-là dans la gestion des questions. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez vos questions dans l'onglet questions pour peu qu'elles ont un trait à la facturation électronique. Si vous avez des questions sur le replay, par exemple, on va déjà l'aborder, vous allez le recevoir, bien évidemment. Si vous avez des questions techniques, de petits problèmes de connexion, n'hésitez pas non plus à le mettre dans le chat, mais vraiment, j'insiste, les questions sur la facturation électronique, mettez-les, s'il vous plaît, dans l'onglet QR. On dit bonsoir à Salvatore, à Laetitia et à Jus qui nous ont rejoints ce soir, et je veux inviter une nouvelle personne à me rejoindre ce soir. Il s'agit de notre formateur expert en facturation électronique. Il s'agit d'Éric Bertrand. Bonsoir Éric. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien? Ça va? Oui, Beaucoup de oui, boulot, fort bien. paraît-il, Toujours des avec cette journées très chargées, mais ça. bien cool. Et on te tient encore en soirée justement pour répondre Absolument. à toutes les questions de nos amis indépendants qui sont ici. Et fatalement, ça soulève énormément de questions, cette facturation électronique. On va peut-être, avant de rentrer dans les questions du public, recontextualiser un peu qui ça concerne, parce que une majorité des questions qu'on a déjà reçues, c'est est-ce que moi, dans ma profession, un tel, avec telle clientèle, je suis concerné. Donc, on va peut-être recontextualiser, ça concerne les assujettis TVA, c'est bien ça. Absolument. Donc, la législation d'application depuis le 1er janvier 2026, c'est lorsque j'envoie une facture et que je suis assujetti, si je l'envoie à un autre assujetti, eh bien, c'est obligatoire. Par contre, si je suis assujetti et que j'envoie vers un non assujetti, dans ce cas, ce n'est pas obligatoire. Et donc ça, c'est pour l'envoi. Et pour la réception, si je reçois une facture qui provient d'un assujetti et que je suis moi-même assujetti, dans ce cas, c'est obligatoire. Si mon fournisseur n'est pas assujetti et que moi je le suis, ce n'est pas obligatoire. Et si mon fournisseur est assujetti et moi je ne le suis pas, dans ce cas, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment entre deux assujettis. Et puis, on peut parler d'une exception, c'est les articles 44, donc c'est les prestations pour les thérapeutes et uniquement pour les prestations reconnues comme thérapeutiques par la TVA. Donc, par exemple, de la formation, ce n'est pas reconnu comme du thérapeutique. Donc, si on est exempté par l'article 44 en tant que thérapeute, et qu'on facture la prestation, on doit passer par le réseau PayPal pour l'échange de la facturation électronique au format UBL.
Ok, donc voilà, ça c'est Voilà. vraiment pour qui est concerné. Merci pour le rappel, Eric. Alors, c'est un exercice d'acrobatie hein, que je te propose ce soir parce qu'on va avoir des questions. Tu vas aller d'un sujet à l'autre, mais c'est Absolument. quelque chose que tu aimes bien. Donc, ça devrait aller. On est parti avec la première question qui nous vient de Marie-Annick. Elle nous dit, voici un constat de PayPal pour moi. Je n'ai quasi pas de fournisseurs belges. Mon fournisseur danois ne connaît pas PayPal ni de fournisseurs allemands. Je viens de faire des achats chez Ikea et lorsque l'on demande sa facture à la borne, il faut indiquer son numéro de TVA, mais après j'ai reçu ma facture par mail. Dès lors, que dois-je faire avec déjà ces acteurs étrangers et avec un Ikea qui envoie pas la facture par mail et non via PayPal? Donc, on va répondre de deux manières, hein. Donc, on va parler des aspects légaux d'un côté, donc l'obligation, et de l'autre, des aspects pratiques et techniques. Donc, sur les aspects légaux, l'obligation ne concerne que les nationaux assujettis TVA, donc les assujettis TVA belges. Donc, l'obligation, c'est entre Belges, pas entre, par exemple, Danois et Belges. Ok, Cela étant, le Danemark est plutôt en avance, puisqu'il pratique l'échange de facturation électronique par le réseau PayPal depuis de nombreuses années. Et on a des cas d'usage, des cas de figure où on a par exemple des Belges qui échangent avec le Danemark et où le Danemark refuse de recevoir encore des factures dans un autre format que celui d'envoi donc UBL, XML par PayPal. Euh, En pratique, on voit également des entrepreneurs qui s'échangent des factures, même s'ils ne sont pas obligatoires, enfin, si ce n'est pas imposé obligatoirement, hein. Donc, on a un cas d'une ASBL belge qui échange des factures avec un centre de recherche danois et où le centre de recherche danois a refusé de recevoir encore ces factures autrement que par PayPal, quoi. Donc, au Danemark, c'est quand même relativement répandu. Donc, je suis un peu étonné de lire que voilà, vous avez des fournisseurs qui ne soient pas concernés, mais voilà, ça peut arriver, hein. C'est clair que donc, je ne connais pas les dates butoirs de mise en application de la facturation électronique par PayPal pour le Danemark, puisque ce sera obligatoire pour tous les pays de la communauté européenne hein, pour le 31 du 12 2029 hein, par le programme VIDA. Donc c'est clair qu'ils vont devoir y passer, hein, donc ouais. on y viendra. Et pour des fournisseurs allemands, ben, c'est clair qu'on voilà, on est également dans cette configuration, on a régulièrement des fournisseurs allemands qui l'utilisent déjà. Eux, ce sera 2027, hein, mise en application progressive et définitive 1er janvier 2028 si je ne m'abuse. Et puis pour Ikea, j'ai encore vu tout à l'heure dans des comptabilités que j'ai traitées des factures PayPal passées par le fournisseur Ikea belge, donc, et où les factures passent bien par là. Donc, soit il y a un problème d'encodage ou d'identification, voilà, lors de l'encodage sur la borne, voilà, sur la demande de la facture électronique par Ikea, ou alors vous avez peut-être un problème d'enregistrement de votre côté, mais en tout cas, je vois passer des factures Ikea, PayPal aujourd'hui. Voilà. Merci pour la réponse à cette question. Alors, on a Laetitia qui nous demande si on veut changer de plateforme d'outils, doit-on avoir nos anciennes factures en PDF ou en XLM? Si on veut migrer, comment est-ce que ça se passe finalement pour nos anciennes factures? Oui. Alors, un point de conservation important, hein, donc comme j'avais évoqué lundi, il y a une obligation légale qui reste d'application, qui est la conservation de ces factures originales à minima pour 7 ans. Et donc minima parce que ça peut être au-delà pour les factures amorties sur une durée supérieure à 7 ans. Donc, l'obligation légale, c'est toutes mes factures d'achat et toutes mes factures de vente, je dois les garder, être capable de les restituer à première demande à un fonctionnaire de l'État en cas de contrôle. Et donc, pour une période d'un minimum 7 ans, voire plus, si ce bien est amorti plus longtemps, comme par exemple un bâtiment dont je ferai l'acquisition et qui aura une durée d'amortissement de 15 ans, par exemple, eh bien, toutes les factures afférentes à l'achat de ce bâtiment devraient être conservées en original pendant 15 ans. Alors évidemment, ce sont des durées qui peuvent sembler être une éternité en termes d'informatique. Pour ce qui est de la conservation papier, ma foi, on met les fardes à la cave et puis c'est tout, ou dans le grenier. Tandis que pour le format électronique, on mute d'applications et de solutions régulièrement. Et donc la conservation est plus difficile à faire, hein. Donc, la conservation de quoi, allez-vous me dire? La conservation en aucun cas du PDF comme original si c'est une facture PayPal au format XML UBL. Donc, ce que vous devez
absolument pouvoir restituer à première demande, ce sera le fichier XML, donc l'UBL que vous avez reçu, tandis que le PDF qui va venir en complément de cet XML n'est qu'une image de l'original. Donc en fait, c'est une copie. Le PDF est une copie de l'original, un duplicata, et ce n'est en aucun cas l'original. Or, le législateur vous demande d'être capable de restituer l'original de votre facture, hein, il n'y en a qu'un seul. Et donc, c'est ce fichier XML que vous devez être capable de conserver, donc d'être capable de transférer d'une ancienne plateforme vers une nouvelle, ou en tout cas d'être capable de faire un backup, une copie de sécurité sur vos installations, ou une copie vers votre comptable qui pourrait le conserver pour vous, quoi. Et donc là, on avait abordé à plusieurs reprises lundi Dockel, qui a comme vocation avant tout d'être un centre de sauvegarde et de conservation documentaire. C'est ce qu'on appelle de la GED, hein, la gestion électronique documentaire en termes informatiques. Et donc les banques sont affiliées à ces services, hein, et donc on peut se servir donc de son fournisseur de services de connexion PayPal pour faire en plus la conservation de son fichier XML, ce qui est également, enfin, ce qui est intéressant et avantageux en fait en termes de problématiques de conservation, quoi, hein, donc de souveraineté, donc de maîtrise de ces données, quoi. Ok, ben, Voilà. merci pour la réponse à cette question. Alors, tu parlais tout à l'heure que ben, c'était une directive européenne. Cathy nous dit, PayPal sera-t-il obligatoire en France? J'imagine que oui, si c'est européen. Cette année, je crois, dit-elle. Non, en fait, c'est le 1er janvier 2027 pour la France, mais ils attaquent déjà avec des phases de test 1er juillet 2026. Il y a déjà des mises en place un peu plus fortes. Alors bon, la France a ça de particulier qu'ils ont un numéro de TVA national et qu'ils peuvent en est commuter vers le numéro de TVA intracommunautaire. Et donc, ce qui fait qu'ils ont une plateforme intermédiaire. Donc, c'est évidemment en France parfois un peu plus compliqué qu'ailleurs, aussi peut-être comme en Belgique d'ailleurs. Euh, et donc, c'est clair que là, on y sera vite pour la France, oui. Oui. Alors, on a une personne qui nous demande comment faire quand on est indépendant en complémentaire, en personne physique, en franchise TVA, pour les factures venant de sociétés de télécom, électricité, assurance qui nous arrivent en notre nom propre et non en société, et notamment car seule une partie, pardon, est déduite en frais professionnels. Alors, donc, d'un point de vue comptable, hein, le fait d'être au régime de la franchise euh, fait que vous pouvez soit demander auprès de votre fournisseur d'être enregistré en tant que professionnel avec ce numéro de TVA franchisé, auquel cas, ben, la déduction a lieu, je vais dire, sur la partie professionnelle vers la partie privée, mais ça peut être dans le sens inverse. On peut enregistrer donc une prestation de service ou voilà, une facture de téléphone, que sais-je d'autre, en termes privés, je vais dire, au titre de la personne physique privée, pour, à un moment donné, reporter la charge vers l'activité professionnelle, donc partielle. Donc ça peut aller dans les deux sens, cette opération-là. Donc c'est un problème comptable en fait. Hmm. Donc c'est un choix et c'est à vous de vous enregistrer en tant que professionnel ou en tant que privé auprès de votre fournisseur et de reporter la charge dans un sens ou dans l'autre comme vous le souhaitez, quoi. Ouais, c'est un peu, ça rejoint la question de Anne qui nous dit les factures de gaz, électricité, etc. privées qui jusqu'ici étaient ventilées entre le privé et le professionnel, doivent-elles maintenant être électroniques et fait-on la ventilation dans l'autre sens? Non, donc ça c'est donc je vais dire en général toutes les règles, je vais dire comptables de gestion, de recouvrement, d'éligibilité de créances, tout ça, rien ne change, hein. Donc qu'il s'agisse de, je vais dire l'enregistrement, je prends par exemple le gaz, on s'enregistre en tant que professionnel auprès de son fournisseur et avec le numéro de TVA, dans ce cas, on sera obligé de faire transiter la facture par PayPal. Par contre, si on est enregistré auprès de son fournisseur de gaz en tant que personne physique, eh bien, dans ce cas-là, on peut toujours la faire passer par le format habituel, email, papier ou que sais-je d'autre, quoi. Hmm. Donc, en fait, tout dépend de la manière dont on s'enregistre auprès de son fournisseur. Est-ce qu'on s'enregistre en tant que professionnel avec un numéro de TVA ou est-ce qu'on s'enregistre en tant que personne physique? Et auquel cas, si on le fait en personne physique, ben, on reporte la charge sur la partie professionnelle. Donc, ça dépendra de la manière dont vous avez réalisé l'opération. Mais je vais dire, si vous êtes enregistré en tant que professionnel avec le numéro de TVA, dans ce cas, ça doit passer par le réseau PayPal.
Oui, et d'ailleurs, ben, parfois, comme tu le dis, hein, en tant que particulier, on reçoit parfois des factures directement sur Dockle aussi. Et c'est la question de Laetitia, si on reçoit nos factures sur Dockle, cela veut dire qu'on est bien sur PayPal. Tout dépend si vous vous êtes inscrit via Dockle, ou enfin, j'imagine que c'est un premier élément de réponse. Oui, absolument. Donc, en tant que privé, donc on peut recevoir des documents, par exemple de la banque ou que sais-je d'autres, sur Docker, mais ces documents sont indépendants du réseau PayPal. Et donc, vous pouvez être sur Docker sans être enregistré sur le PayPal, sur PayPal, avec ce compte Docker. Donc, vous devez, une fois que vous avez créé un compte Docker, aller cliquer sur le bouton d'enregistrement sur le réseau PayPal. Hein, donc, c'est une manipulation, une manœuvre, une réalisation supplémentaire à faire sur votre environnement Docker, quoi, hein. Donc, ce n'est pas suffisant d'être enregistré sur Docker. Vous devez en plus activer la fonctionnalité PayPal sur votre compte Docker, quoi. Et tant qu'on parle de Dockle, bah, Laetitia nous pose aussi cette question. La plateforme qu'on a choisie, elle, dans son cas Dockle, par exemple, mon stockage est sur la plateforme via le bouton archiver ou je laisse ça comme ça. Donc je ne dois pas les télécharger. Finalement, est-ce que les factures restent à vie, entre guillemets, sur la plateforme Dockle? Est-ce qu'ils s'occupent du stockage de toutes ces données? Alors, oui, ils ont cette vocation. Donc, hein, c'est leur core business. Donc, c'est avant tout de l'archivage, hein, Docker. Cela étant, de l'archivage et d'interconnexion, hein, avec des entités comme les banques, hein. Cela étant, il y a une question qui reste en suspens sur la question de la souveraineté, de la maîtrise de ces données. Euh, Est-ce qu'il est raisonnable, et on n'a pas encore la réponse à cette question, hein, mais je la pose et voilà, les réponses viendront avec les années, avec les incidents et éventuellement jurisprudences qui pourront découler de cela. Eh bien, est-ce que si on fait confiance à Docker et qu'on ne prend pas la précaution de faire une sauvegarde d'autre part, est-ce qu'on pourra dire, d'un point de vue juridique, qu'on a pris toutes les précautions raisonnables quant à la conservation de vos données, hein, de ces factures électroniques originales? Alors, a priori, on pourrait dire que non. On pourrait dire que ben, avoir mis tous ces œufs dans le même panier, ce n'est pas raisonnable pour la conservation de ces données à un terme aussi long. Et donc, d'un autre côté, on pourrait dire, oui, mais Docker, c'est reconnu par les banques, on est quand même sur voilà, quelque chose qui a vraiment pignon sur rue et voilà, qui a une certaine assise, hein. Donc, on pourrait dire, mais voilà, à un moment donné, on fait bien confiance aux banques, on a un seul fournisseur de services pour sa téléphonie, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour Docker? Et donc, effectivement, cette question reste entière. Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut faire confiance à Docker, voilà, mais allez, faire un backup une fois par an, peut-être que ce serait quand même la meilleure manière d'être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de problème. Dit autrement, on a bien une banque belge bien connue qui a quand même fait faillite un jour. Voilà. Ah Donc, ouais. donc oui, faites quand même un backup au moins une fois par an de tout ce que vous avez sur Docker, ma Ça foi. reste dans les bonnes pratiques informatiques de base, de toute manière, Voilà, voilà, de sécurité absolument. et de faire des backups assez réguliers de vos données. Alors, on a une question de Nathalie. Nathalie nous dit, la société est enregistrée sur PayPal avec un ID 9925BE. L'inscription a été réalisée par la comptable via le logiciel Bill2Box. Jusque-là, tout va bien. Ils reçoivent des factures correctement via PayPal, donc tout va bien aussi à ce niveau-là. C'est là que ça se complique. Certains fournisseurs ne nous détectent pas, notamment Elindus, Proximus, l'UCM, et voici ce qu'Elindus nous répond. Euh, Ils ont vérifié et il apparaît que l'entreprise n'est actuellement pas raccordée de manière entièrement conforme aux raisons PayPal. En effet, votre connexion PayPal est actuellement établie via votre numéro de TVA, alors que la législation impose une connexion via le numéro d'entreprise. Et alors, il propose, une fois le raccordement effectué via le numéro d'entreprise, un autre préfixe PayPal sera attribué, à savoir le préfixe 0208 au lieu de 9925 actuellement utilisé. Et dans ce cas, l'échange de documents via PayPal pourra s'effectuer correctement. Il s'agit d'une expérience, d'une exigence légale. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation, malgré que c'est une question. Donc, j'imagine que ce que Nathalie veut savoir, c'est est-ce que Elindus dit vrai? Est-ce que la comptable s'est trompée? Enfin, est-ce que tu peux apporter un petit éclairage sur cette situation? Oui, alors effectivement, hein, donc on a régulièrement ce cas de figure avec des enregistrements, alors qu'on ne va pas qualifier d'incomplets, mais qui pourraient être mieux fournis, on va dire. Alors,
pour être tout à fait exact, il n'est pas imposé par le législateur, hein, dans l'article publié dans l'arrêté royal, hein, publié le 8 juillet 2025, l'arrêté de mise en application, hein, donc de PayPal. Il n'est pas indiqué que ça doit être fait avec tel ou tel préfixe plutôt que tel autre. Tout ça n'est pas aussi détaillé, hein. Donc il n'y a pas vraiment de... Je veux dire, c'est pas illégal ou c'est pas, on n'est pas en dehors des clous, hein. Alors le problème, c'est les moteurs de recherche et les outils pour retrouver l'abonné au réseau. Et donc, en fait, c'est certain que bénéficier d'un 0208 comme préfixe, c'est l'assurance d'être retrouvé. Et donc, par exemple, nous, dans nos entreprises, dans le groupe, on a les deux. Donc, en fait, dans l'identification sur le réseau, donc on utilise Flowin, hein, de Codabox, qui est un gros fournisseur, qui est le premier fournisseur, hein, qui est le plus gros fournisseur de services, hein, donc il y a le plus d'abonnés en Belgique. Et donc, nos identifications sont faites avec les deux identifiants, ce qui garantit d'avoir voilà, une possibilité de retrouver plus large. En plus, on remplit les fiches complètement avec des numéros de téléphone, des adresses mail. Donc, on a une fiche PayPal, d'abonnés PayPal qui est hyper complète. Et effectivement, il y a moyen de s'enregistrer avec quelque chose de plus light. Et suivant les fournisseurs de services, eh bien, ces fiches sont plus ou moins remplies. Alors, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est communiquer. Donc, c'est communiquer. Et je reviens par exemple sur nos amis danois tout à l'heure. Les premiers emails que j'ai vus l'année dernière circuler avec en signature l'identifiant PayPal indiqué dans le bas, eh bien, c'est des Danois. Parce qu'ils font pas mal d'international. Et donc, en Belgique, effectivement, bon, on va retrouver aisément 0208. Mais comment faire avec d'autres pays? Comment faire avec des sociétés qui ne disposent, ou des entités juridiques qui ne disposent pas d'un numéro d'entreprise ou numéro de TVA national, même européen? Et donc on se retrouve finalement avec énormément de cas de figure où il n'y a pas moyen de retrouver facilement l'identifiant PayPal. D'où l'intérêt bien de le communiquer, au même titre qu'on communique son adresse email à son interlocuteur la première fois qu'on veut échanger un email avec lui. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, il faut connaître son numéro, son identifiant PayPal et le transmettre. Et donc, Proximus envoie des factures à des abonnés PayPal avec le préfixe 095. Et donc, voilà. Ok. Donc, Parce que c'est ce que oui, c'est Nathalie apportait en complément. Elle disait une autre entreprise a reçu les deux codes 9925 et 0208 avec la même comptable qui est enregistré le même jour, de la même manière. Donc apparemment, c'est PayPal qui a créé les codes. Comment corriger alors? Ben, en communiquant avec les principaux Oui. concernés. Alors, deux manières de faire, hein. Donc, bien sûr qu'il faut communiquer et indiquer voilà, quel est son identifiant PayPal. Deuxièmement, on sait modifier sa fiche d'identification sur le réseau PayPal. Donc, en fait, les serveurs d'identification sont maintenus par OpenPayPal, tandis que l'acheminement des factures est réalisé, lui, par les fournisseurs de services. Et donc, OpenPayPal peut se voir être modifié la fiche d'identification des abonnés par l'intermédiaire de son fournisseur de services. Donc, en fait, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont obligatoires dans les applicatifs. Donc, à savoir pouvoir s'inscrire sur le réseau PayPal, pouvoir modifier son identification sur le réseau PayPal et pouvoir se supprimer du réseau PayPal. Donc, ces trois fonctionnalités sont obligatoires normalement sur chaque applicatif. Et donc, vous pouvez remettre à jour votre fiche aussi. Donc, vous pouvez réenregistrer ou remodifier donc, votre identification donc, en complétant les fiches convenablement. Quoi, en fait. Donc, si le même comptable avec la même application a fait une identification différente d'un jour à l'autre, probablement que la fiche est remplie différemment. Quoi, hein. Donc, voilà, c'est que tous les champs n'étaient pas bien complétés ou qu'il y avait peut-être une erreur ou que sais-je d'autre. Donc, on peut modifier ça. Hein. Ok. D'ailleurs, ça se comprend aisément. Dans une fiche d'identification PayPal, on doit indiquer son numéro de compte en banque ou ses numéros de compte en banque. Si on en supprime, on en modifie, on ajoute, c'est clair qu'on doit pouvoir mettre à jour sa fiche signalétique donc sur le réseau PayPal. Ok. Eh bien, merci pour la réponse à cette question de Nathalie, si je ne m'abuse. On enchaîne avec Françoise pour reprendre un peu le cadre de est-ce que je suis concerné ou pas. Françoise, elle est agricultrice en complémentaire et au forfait, donc elle ne fait pas de déclaration de TVA.
elle n'a pas de comptabilité à proprement parler, elle ne fait pas de facture. Voilà, son cas. Concerné, pas concerné? Mais probablement que oui, puisque donc elle doit être assujettie à la TVA, peut-être au régime de la franchise, mais au forfait. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, elle a bien un numéro de TVA et bien sûr qu'elle a ce forfait qui est là, mais elle doit être présente sur le réseau pour aussi la réception de ses factures de ses fournisseurs, peut-être aussi pour être active en tant qu'auto-facturation self-billing, donc la facturation des bordereaux. Donc, l'échange des factures avec les agriculteurs ont souvent lieu avec des coopératives qui pratiquent l'autofacturation. Donc, hein, le fournisseur qui est l'agriculteur qui voilà, va livrer, je ne sais pas moi, des céréales ou des animaux donc à une coopérative et la facture en fait a lieu est générée par le client, donc en l'occurrence la coopérative, et cette auto-facture est restituée, renvoyée vers le fournisseur qui est l'agriculteur. Et donc il faut être présent sur le réseau PayPal avec la qualité d'être capable de recevoir ou d'émettre des autofactures et ainsi être, je vais dire, dans les clous par rapport aux législateurs sur la mise en application de l'échange de factures électroniques sur le réseau PayPal entre assujettis TVA. Donc, même si on est franchisé ou au régime du forfait, ne fût-ce que pour la réception de ces factures ou la réception des autofactures, facturation bordereau, donc cas particulier agricole. Voilà. Ok, voilà. Ben, c'est vrai, effectivement, chaque métier a aussi ses spécificités. On... Juste une précision peut-être, Ouais. hein, donc l'autofacture, le self-billing, j'ai le cas tout à l'heure de commissionnaire, donc une entreprise qui fait des télécoms et qui a des revendeurs commissionnaires qui pratiquent l'autofacturation également. Donc là, c'est des commissionnaires. On a le cas avec des chevilleurs, distributeurs, de détail. On a le cas avec des antiquaires. On a le cas avec les libraires et la poste. Hein, donc la poste pratique l'autofacturation pour les commissions qu'elle donne aux libraires qui font la conservation des colis. Hein, donc vous faites livrer des colis à la librairie par la poste. Eh bien donc les libraires touchent des commissions pour ça et c'est l'autofacturation qui est en service également. Donc il faut être présent sur le réseau PayPal et en plus avoir la fonctionnalité d'autofacturation self-billing. Donc, c'est quand même des cas qui sont beaucoup plus répandus qu'ils n'y paraissent, en fait. Ok, bah oui, c'est vrai que effectivement, ça arrive quand même assez fréquemment. Alors, cette directive, elle est européenne, on l'a dit. Et Salvatore, il dit bonsoir, qu'en est-il de mes factures d'export hors communauté européenne dès lors? Donc, première chose, il n'y a pas d'obligation euh, depuis le 1er janvier, hein, donc, pour Ouais. les exports et même pour l'intracommunautaire. Donc, hein. Donc, pour les ventes que je fais vers la France, par exemple, ou des ventes que je pourrais faire vers l'Angleterre, qui ne fait plus partie de la CE, eh bien, dans ce cas, il n'y a pas d'obligation légale donc pour le 1er janvier 2026. Donc, ça signifie qu'on peut continuer, je vais dire, comme avant. Cela étant, si vous avez des clients ou des fournisseurs français ou anglais, ils peuvent être présents sur le réseau PayPal. Hein. Je rappelle que le réseau PayPal est mondial, donc hein, ça ne concerne pas que l'Europe, hein, c'est mondial. Donc on a des fournisseurs de services et des entreprises présentes sur le réseau partout dans le monde occidental, je vais dire, donc hein, États-Unis, Canada, Australie, donc Angleterre bien sûr, et d'autres encore. C'est clair que si vous avez des fournisseurs qui sont présents sur le réseau dans ces pays, vous leur communiquez votre identifiant PayPal et vous échangerez vos factures avec beaucoup plus de facilité sur ces pays et surtout avec beaucoup plus de sérénité quant à leur acheminement tant en envoi qu'en réception, puisque vous êtes certain qu'elles seront, je vais dire, en sécurité. Et donc, hein, avec de l'international, on a toujours plus de risques ou de chances de se voir être piraté ou avoir des difficultés sur les échanges. Là, c'est quand même beaucoup plus serein par le réseau PayPal, quoi. Hmm. Parfait, merci. Beaucoup. Alors, avait une deuxième question de Anne qui disait, par exemple, quand je réserve un logement Airbnb pour son activité artisanale, est-ce qu'elle doit demander une facture électronique à Airbnb, par exemple? Donc en fait, s'il s'agit d'une prestation où on demande une facturation donc, hein, donc à titre professionnel, et donc bien sûr qu'il faut que votre interlocuteur soit assujetti à la TVA, ce qui n'est pas toujours le cas sur Airbnb.
Hein, vous pouvez avoir des professionnels sur Airbnb assujettis. Dans ce cas-là, si vous, pour votre activité qui est assujettie, vous demandez la facture, effectivement, ça devra passer par PayPal, quoi. Par contre, si vous vous adressez à un particulier sur Airbnb qui n'est pas assujetti, dans ce cas, ça n'aura pas lieu par PayPal. Ok, bah voilà, comme ça, au moins c'est clair. Alors, on a quelques questions de Laetitia qui nous dit indépendante complémentaire. Je reçois aussi par exemple d'autres choses mais sur Dockle, mais qui ne concernent que mon privé. Ce n'est pas grave, hein, on l'a dit, tu confirmes qu'il n'y a rien de grave avec cela. Elle demande aussi les factures avant PayPal sur notre nouvelle plateforme, car avant je n'avais pas de plateforme. Elles sont enregistrées en PDF. Moi, je reformulerai en disant un peu quid finalement de nos anciennes factures quand on ne travaillait pas avec cette facturation électronique. Bien, donc la législation sur la conservation, comme j'expliquais tout à l'heure, est toujours d'application. Et donc, vous devez être en mesure de restituer l'original à première demande à un fonctionnaire. Donc, ça signifie que si vous avez reçu l'original par PDF, eh bien, ce PDF-là, ben, vous pouvez donc le stocker là où vous le souhaitez, sur le format que vous le souhaitez. Enfin, quand je dis là où vous le souhaitez, je vais quand même rappeler la règle de base du GDPR. Ça ne peut être que sur le sol européen. Ça doit être des serveurs cloud ou voilà, en ligne, je vais dire uniquement sur le sol européen ou sur votre disque dur local, mais toute la conservation reste identique. Voilà, avant c'est avant, et donc là vous conservez la même méthode de conservation, quoi. C'est ça. On ne viendra pas vous chercher des noises pour ce que vous faisiez Absolument. avant. C'est ça l'idée. Voilà. Elle est indépendante complémentaire, elle a son salon et elle a choisi Dockle. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est une plateforme qui est adaptée à ses besoins pour une indépendante en esthétique complémentaire? Oui, ben oui. Alors moi je trouve que c'est particulièrement adapté. Pourquoi? Parce que c'est des métiers où on n'émet pas de facture. Donc en fait, ce sont des paiements avec des ventes comptoirs. Donc là, dans ce cas, ben, il y a la recette de caisse journalière, mais il n'y a pas d'émission de facture vers d'autres assujettis TVA. Si bien qu'il n'y a que de la réception par le réseau PayPal. Et il se trouve que, ben, un, sur Dockle, c'est gratuit, et deux, en plus, ils font la conservation. Donc, vous résolvez le problème de la conservation de l'original, et finalement, ben, voilà, c'est gratuit et c'est fiable. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est un Ouais. beau choix. Ok, bah parfait, Pour, ça me pour les rassure. métiers, donc coiffeur, esthétique et compagnie, enfin, tous les métiers où on fait uniquement des ventes comptoirs, donc on n'émet pas de facture vers d'autres sujets TVA, on fait que des ventes vers des particuliers, bah, Dockle est particulièrement adapté, quoi, en fait, hein. Alors, Laetitia avait été aussi attentive à ce qu'on a dit lundi, parce qu'on disait que c'était quand même mieux d'avoir enfin, la même plateforme que son comptable, car ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps à qui, au juste? Avant, je devais mettre sur un lien plateforme de ma comptable, facture, etc. pour la TVA, donc ça va se changer ou pas, je devrais refaire comme avant. Enfin, finalement, comment elle se fait, cette articulation, par exemple sur Dockle, s'ils sont tous les deux dessus, quoi. Mais donc, voilà, Dockle, normalement, votre comptable ne sait pas s'y connecter, à part si vous vous double authentifiez pour lui à distance. Donc, ça signifie que vous devez l'avoir au téléphone, dire, tiens, je me connecte, vous lui devez lui donner les accès, et il pourra les télécharger de son côté, quoi. Donc, ça demande un peu de synchronisation. C'est pas toujours super pratique. Enfin bon. Euh, D'autre part, on va avoir, suivant les applications comptables, une seconde application liée au programme de comptabilité qui est mis à disposition, dans laquelle vous pourrez recevoir automatiquement vos factures. Donc, je prends le cas de Falco, par exemple, pour Horus. On imagine le programme de comptabilité Horus Software, donc du côté du comptable, et Falco du côté de l'abonné, hein, donc du client final. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une seule application dans laquelle on a la réception des factures. Dans cette application, on émet ces factures également. Et il n'y a pas de manipulation à faire pour que le comptable puisse obtenir ces factures et les valider en comptabilité. Alors, en même temps, le duplicata est stocké sur le système du comptable. Donc, on a le problème de la conservation qui est résolu également. Donc voilà, l'articulation est un petit peu différente. C'est quand même fort pratique. C'est fort pratique aussi parce que ces applicatifs, du côté de ces applications liées au comptable, sont souvent plus complets. On a par exemple les fonctionnalités de paiement, hein, qui sont incluses souvent, hein. Donc on n'a qu'un bouton à sélectionner ou un QR code
à scanner pour pouvoir valider le paiement, ce qui n'est pas le cas dans Docker par exemple. Donc voilà, chaque applicatif a ses avantages et inconvénients. Je pense que il faut revenir à cette idée du 3x3 dont j'avais parlé, hein, donc, où on a trois interlocuteurs et trois familles d'applications. Trois interlocuteurs, eh bien, ce sont ben, vos pairs, vos je vais dire, groupes de travaux, vos collègues et compagnie, où vous pouvez ben, voir un peu ce qui marche dans votre secteur d'activité. Vous avez les comptables, bien sûr, qui sont vraiment à privilégier si vous avez un comptable, hein. Et là, de se tourner vers des applicatifs qui sont communs avec vos comptables, c'est évidemment plus facile et plus complet. Ça règle le problème aussi de la conservation long terme. Puis vous avez, je vais dire, des informaticiens de gestion qui, eux, vont vous permettre de vous tourner vers des applicatifs qui sont plus de type ERP, gestion commerciale, gestion de prestations, gestion de caisse, un peu plus avancée, ce genre de choses-là. Donc vraiment trois groupes d'applicatifs, trois groupes d'interlocuteurs qui vous permettent de faire votre choix, quoi, en fait, hein. Donc voilà, typiquement, on parlait beaucoup de Docker pour le cas de fleuristes, de coiffeurs, esthétiques et compagnie, parce que l'émission de facture est relativement faible, voire inexistante, si bien que Docker voilà, est déjà une solution d'entrée bon marché qui règle aussi ce problème de conservation. Par contre, si vous avez un comptable, commencez par demander à votre comptable, mais voilà, on n'est plus à devoir demander au comptable, on est le 15 janvier. Euh, voilà, si votre comptable n'a pas de réponse pour vous, jetez-vous sur une des plateformes dont on a cité le nom, comme Billit, comme Dockel, comme, voilà, comme d'autres qu'on a repris dans la documentation, dans la liste qu'on préconise, dans, voilà, dans les liens qu'on vous a transmis lundi. Et il faut y aller, quoi, quitte à vous désenregistrer plus tard pour vous réenregistrer ailleurs. Mais là, il faut vous enregistrer parce que vous allez avoir des problèmes avec la TVA. Je rappelle que les amendes sont un minima de 1 500 euros si vous ne faites pas montre d'avoir entamé une démarche pour vous identifier sur le réseau. Deuxième infraction 3 mois plus tard, donc on monte à 3 000 euros et puis 5 000. Donc voilà, là on n'est plus à se poser des questions. Là, on doit passer à Faut l'action agir. pour ceux qui n'y sont pas, hein. Il faut agir effectivement, mais donc tu fais bien de repréciser que voilà, choisissez aussi une plateforme en fonction de vos besoins, bien évidemment. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde si ben, voilà, vous êtes dans des domaines où vous avez guerre de factures à faire, comme ceux que tu viens À propos d'artillerie lourde, d'expliquer. on a. Juste par cette interview. Oui, Pardon? vas-y Adrien, je t'écoute. Je disais, on parlait d'interconnexion avec le comptable. Laetitia, du coup, elle s'est inscrite elle-même. Comment savoir si notre comptable a bien accès? Du coup, il faut quand même communiquer avec lui, lui donner son numéro d'OCUL. Oui, il faut absolument vous synchroniser avec votre comptable, hein. Si vous êtes inscrit de votre côté sans vous concerter avec votre comptable, demandez-lui comment vous pouvez faire pour lui transmettre vos originaux, quoi. Donc, bah, le comptable, voilà, l'expert comptable est tenu, hein, de viser, donc de voir les originaux, hein. Ça fait partie de sa mission. Et donc, il doit donc s'assurer que les chiffres qu'il va publier sur les déclarations fiscales ou BNB sont bien valides et correspondent bien à la réalité. Et donc, pour cela, il doit passer par les originaux, en l'occurrence les fichiers XML. Donc, ces fichiers XML, à nouveau, je vous conseille de les transmettre à votre comptable si vous en avez un, aussi dans ce souci de conservation, évidemment, hein. Pour la fameuse conservation de 7 ans, ça vous fait un backup, hein, une copie de sécurité, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec votre comptable, hein. C'est ce qu'on avait déjà dit hein, alors, l'année Oui. dernière, si je peux me permettre l'expression, vu que justement, c'est votre interlocuteur privilégié pour ce sujet. On a Christophe qui nous parle d'un autre outil, lui. Est-ce que Odoo, le module facturation, est OK pour un indépendant complémentaire en régime de la franchise? Alors, je reviens au 3x3, hein, donc où on a ben, les applications web SaaS, hein, qui est le premier niveau. Donc, on parlait de Docker, Billit, B2Box et compagnie. Donc, le deuxième groupe d'applicatifs, hein, ce sont les applicatifs liés au programme de comptabilité fiduciaire. Donc, Bob, Winbooks, Horus, Octopus et compagnie. Et puis, vous avez le troisième groupe qui, lui, c'est les ERP, le logiciel de gestion et compagnie, dont Odoo fait partie. Donc, Odoo, on est dans le troisième groupe des applicatifs. Donc, on est plutôt dans du gros logiciel qui demande de la configuration, du paramétrage, un peu de savoir-faire, un peu de compétences quand même en termes de gestion, de management. Donc, on n'est pas sur un truc si simple, en fait.
Alors, c'est l'histoire d'être adapté par rapport à son besoin et ses nécessités. Donc, quand on me parle de franchise, d'activités complémentaires et compagnie, moi j'ai tendance à dire qu'Odoo c'est un peu trop gros. Voilà, c'est un peu surdimensionné. Et est-ce que c'est bien compatible avec son comptable? Parce que les comptables n'aiment pas trop la comptabilité d'Odoo. Donc, on a, nous, de notre côté, redéveloppé des passerelles de liaison de Odoo vers des programmes de comptabilité habituels, je vais dire, pour pouvoir assurer une compta tout à fait probante. Donc, est-ce qu'on est sur un truc adapté? Ben oui, ça pourrait le faire, hein. Probablement que ça pourrait fonctionner. Il y en a qui le font. Mais voilà, dans l'approche ici que je soutiens, j'estime que c'est peut-être un petit peu surdimensionné. Alors, merci pour la réponse à la question de Christophe. On continue sur Docker, on y revient. Marjorie nous demande, Docker Pro permet aussi l'émission de factures et se dit compatible avec la plupart des logiciels comptables. Est-ce que tu confirmes cela? Oui, absolument. Donc, avec Docker, vous savez émettre des factures. Donc, ce sont des factures qui sont au format UBL, donc qui est tout à fait standard, hein. C'est le fichier XML, hein. Donc, comme on a le fichier .doc, .xls et compagnie, donc on a un fichier XML. Et c'est un fichier structuré avec des chaînes dedans qui respectent une norme qui est cette norme UBL qui est standard sur le réseau PayPal. Et donc, quel que soit le logiciel, pour peu qu'il est capable donc d'envoyer ses factures sur le réseau, forcément, ces fichiers XML sont standards et donc sont compatibles avec tous les logiciels qui sont connectés au réseau PayPal, donc partout dans le monde. Donc, Ok. oui, il n'y a pas de souci, ça fait le boulot. Il faut juste pouvoir, à un moment donné, le transmettre d'une manière ou d'une autre vers le comptable. Et est-ce que c'est la méthode la plus adaptée de quelle? Il faut d'abord demander à votre comptable, voir si ça lui convient, voir si c'est pas plus judicieux d'utiliser un applicatif frère, je vais dire, de l'applicatif qui est utilisé au sein de la fiduciaire, quoi. Mais il sera peut-être satisfait avec Docker. Il faut communiquer. Voilà, c'est ça. Nathalie nous revient, donc tu te souviens le petit problème d'ID où on avait un 02, 08, elle dit juste pour terminer à propos du code ID, la comptable nous disait qu'il fallait absolument s'inscrire avec la TVA d'après Bill to Box. Si je lui demande de changer et d'inscrire via le numéro d'entreprise comme ça a été fait, ce sera donc aussi correct et on devrait recevoir un ID 02, 08? Oui, pour moi, il faut réenregistrer simplement et bien compléter toute la fiche, hein, voilà. Donc ici, c'est un bill to box, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Oui, voilà, des identifiants, enfin des abonnés Bill to Box, on en a bien avec le 0208, donc c'est qu'au moment de l'enregistrement, voilà, il y a une case à cocher qui n'a pas été sélectionnée, ou on n'a pas encodé ça correctement, le régime n'a pas été spécifié, que sais-je d'autre. Donc voilà, et là, il faut simplement remodifier son enregistrement, je suis persuadé que ça va fonctionner, hein. Ok, voilà, voilà une piste pour Nathalie. Alors, Laetitia nous repose la question, si on reçoit une facture, mais pas sur la plateforme, je suppose qu'on ne doit pas payer, on doit leur dire de passer sur PayPal, exemple qui ne concerne que des fournisseurs belges aux personnes belges. Est-ce qu'on peut ne pas payer sa facture et attendre qu'elle arrive via PayPal? Attention, attention, non, 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 non. Donc, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute la législation en dehors de l'acheminement de la facture reste d'application. Donc, l'éligibilité d'une créance, les règles d'éligibilité d'une créance restent d'application comme avant, hein. Donc, vous recevez une facture donc par le mauvais vecteur d'échange, donc par email alors qu'elle devrait arriver par PayPal, n'enlève rien à l'éligibilité de la créance. La créance est due. Vous devez la déclarer dans votre comptabilité tant l'émetteur que le récepteur. Donc la règle de déclaration reste, peu importe qu'elle arrive par PayPal ou non. Et le recouvrement, l'application du recouvrement, les intérêts, clauses pénales, tout ça reste application, hein. Donc, même si elle arrive par pigeon voyageur, elle est, elle est Elle est éligible si vous valide. avez bénéficié d'une prestation de service ou de la fourniture de biens et que c'est conforme à la commande ou à la demande, vous êtes tenu de régler la facture, qu'elle soit arrivée par PayPal ou non, hein. Donc, par contre, si cet interlocuteur vous envoie une facture par le mauvais vecteur, cette personne est en infraction, hein, au terme de cette législation d'application du 1er janvier 2026, et donc risque de se voir taxer d'une amende de 1 500 euros à premier constat. Et donc là, à ce moment-là, c'est elle qui voilà, paiera cette amende et vous n'êtes pas responsable de cela. Vous démontrerez que vous avez reçu ça
erronément ou de manière inadaptée par ce vecteur-là, mais par email par exemple, mais vous n'en êtes pas responsable, hein, c'est l'émetteur qui est responsable de cela. Hein. Donc c'est lui qui recevra l'amende, vous, bah, vous mettrez cette facture dans votre comptabilité, c'est l'original, hein, ce PDF qui arrive, je vais dire cet email qui arriverait, ou ce courrier même qui arriverait erronément, par exemple ici en janvier, et vous devez le mettre dans votre comptabilité, et c'est le seul original, hein, même si on vous réenvoie voilà, cette facture ultérieurement, c'est trop tard, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'un seul original. Hein. Alors bon, on peut imaginer que vous receviez par exemple un duplicata par email plus rapidement que celui que vous pourriez recevoir ultérieurement par PayPal. Hein. On a des cas, mais il doit être indiqué sur ce document que c'est un duplicata, hein, donc que c'est une copie. Hein. Et vous pouvez envoyer autant de copies que vous voulez hein, de facture, mais il n'y a qu'un seul original. Hein. Ok. Mais, Voilà. Et justement, on va peut-être rééclaircir cette histoire d'ID. Laetitia, elle nous dit que sur PayPal, elle voit qu'elle a deux entités. Un qui commence par 9925, numéro de TVA, l'autre 0208, puis numéro de TVA. Pourquoi est-ce normal? Donc oui, c'est normal, pas de oui, souci, mais tu peux rappeler peut-être pourquoi? donc en fait, le bénéfice, enfin l'abonné donc sur le réseau PayPal est enregistré dans une base de données. Dans cette base de données, on a plusieurs champs, plusieurs informations. Il y a le numéro de téléphone, une adresse email, numéro de compte en banque, la réseau social, un nom d'enseigne et des identifiants comme le numéro d'entreprise et les identifiants PayPal qui peuvent être multiples avec le 0208 ou le 0. Voilà. Donc, voilà. Et donc ça, ça fait partie de la liste des champs qui vous permettent d'identifier et c'est mieux d'avoir les deux identifiants. Vous êtes plus complet en fait. Voilà. Ok. Le but c'est d'avoir une fiche bien complète. Et donc certains Bon. logiciels voilà, ne les complètent pas parfaitement bien pour le moment. Bah, il y a des améliorations hein, parce qu'il y a des upgrades tous les jours, donc ça a tendance à se régulariser parce que voilà, beaucoup de logiciels ont dû faire beaucoup d'évolutions et d'adaptations. On a aussi pas mal de problèmes dans le contenu des factures eux-mêmes, hein, dans les XML. Il y a de temps en temps un peu des erreurs, des problèmes d'arrondi. Enfin, il y a un peu de difficultés, donc il faut quand même vérifier ces factures. Hein. Donc, c'est pas parce qu'elles arrivent sur le format XML qu'il ne peut pas y avoir nécessairement des erreurs. Quoi. Alors, s'il vous plaît, mettez les questions dans l'onglet Q&R, c'est plus simple pour nous, mais je vais quand même vous prendre la question que je vois de Nathalie qui vient d'arriver. Elle est indépendante complémentaire, non assujettie à la TVA. Je reçois en guise de salaire des commissions et dès lors dois-je me mettre sur PayPal? Donc, je suis indépendante complémentaire, mais non assujettie. Non assujettie et en guise de salaire, elle reçoit des commissions. Voilà, mais donc elle n'est pas assujettie. Elle n'est pas concernée. Elle n'est Hmm, pas assujettie à la TVA. Donc, on a dit que c'était. Donc, pour la question de l'obligation, donc voilà. Maintenant, rien n'empêche de s'inscrire quand même sur PayPal si on n'est pas assujetti. Hein. On peut le faire, hein, c'est possible. ouais. Mais pour la question de l'obligation, donc mise en conformité pour la législation d'application au 1er janvier 2026, eh bien, ce n'est pas obligatoire parce qu'on est face à un cas d'une personne qui n'est pas assujettie à la TVA. Ok. Parfait, ben, merci beaucoup pour la réponse à cette question de Nathalie. On va voir un peu le futur maintenant. Laetitia, elle a entendu que en 2028, ce serait obligatoire pour tout le monde, même les particuliers. C'est vrai ça? C'est faux. C'est faux. Fake news. Voilà. Fake news, oui. Fake news, comme dirait Voilà. notre ami Donald. Donald. J'ai aussi entendu parler, il y a du changement du côté de la franchise TVA, si je ne m'abuse. Le statut de la franchise TVA, paraîtrait-il, elle va disparaître? Est-ce que tu sais des Bon, choses? voilà, donc voilà, je suis en échange avec des groupes de travail de Bossa et différents fonctionnaires donc, du SPF. Et donc, c'est des discussions qu'on a déjà, enfin, c'est des discussions qu'on a régulièrement, d'ailleurs depuis de nombreuses années. Hein. Donc, cette histoire voilà, de franchise TVA, c'est quelque chose qui est sur la sellette depuis très longtemps. Ici, les dernières discussions qu'on a eues avec des fonctionnaires à ce sujet, c'est qu'ils souhaiteraient arriver à le faire sauter pour 2028. Moi, je ne pense pas que la franchise TVA résistera au passage à PayPal au 31 du 12 2029. Je pense que voilà, ça ne survivra pas au 1er janvier 2030. Donc,
Donc à la fin de VIDA, lorsque donc VAT in a Digital Age sera entièrement déployé sur toute l'Europe, je pense que c'est toutes des exceptions qui vont sauter en fait, hein. On n'en Et veut pas. pourquoi? Donc faut quand même bien comprendre que le but premier, c'est la lutte contre la fraude TVA. Et toutes les petites interstices, je vais dire, dans la législation qui permettent de passer à travers le système sont des problèmes potentiels de jurisprudence, des problèmes potentiels de fuite, je vais dire, de la fiabilité du système. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui ne résistera pas à moyen terme. Donc, voilà. Mais ce n'est pas fait. Donc, pas de projet de loi, rien d'écrit. Donc, ce n'est encore que des discussions, hein. Donc, voilà. Ok. Mais effectivement, c'est dans l'air, hein. Ok, bah voilà, Voilà. on surveillera ça de près. Voilà. On a Marion, je vais commenter un peu le chat en tout début de webinaire, qui nous disait qu'elle avait inscrit son refuge, donc une ASBL sur Dockel, grâce au webinaire de lundi. C'est super intuitif, donc merci, bah, ravi d'avoir pu aider Marion. Mais elle dit, j'ai été surprise d'y trouver des anciennes factures personnelles, en l'occurrence médicales. Alors oui, donc Dockel, c'est un portail donc de gestion documentaire qui est connecté à des fournisseurs de services. Donc tous les fournisseurs de services qui sont abonnés à cette plateforme peuvent déposer pour des personnes qui s'identifient donc chez ces fournisseurs de services des documents dont elles pourraient avoir usage. Et donc, il faut faire attention quand on s'identifie évidemment sur Dockel, parce que quand on a une existence, je vais dire, juridique pour une activité et où on est sur un compte personnel, eh bien, on pourra avoir une confusion des documents, quoi, en fait. Et alors, le problème, c'est l'identification avec ITSMI notamment, ben, où on a ITSMI qui sert pour cette partie professionnelle et cette partie privée. Et là, on a un petit mélange en fait des documents qui peut avoir lieu, quoi, en fait, hein. Donc là, c'est un problème à gérer, ouais, Ouais. effectivement. Donc c'est un peu normal finalement, mais il faut savoir séparer ce Oui. privé et le professionnel Et je finalement. dirais que c'est un petit peu l'inconvénient peut-être justement de Dockel, parce qu'on en parle très positivement du fait de la gratuité dans la réception. Donc, par contre, l'inconvénient, effectivement, ça pourrait être celui-là, c'est la confusion peut-être voilà, de certains éléments qu'on peut avoir à titre privé et professionnel. Et là, bon, peut-être qu'il faut envisager une autre plateforme alors pour cette activité-là, et donc passer peut-être sur Bilit ou sur Bill2Box ou que sais-je d'autre, hein, donc, parce qu'il y a d'autres solutions quoi, alors à ce moment-là, pour ne pas. Voilà. Mais d'un autre Alors, côté, on pourrait prendre ça pour un avantage en disant j'ai tout au même endroit, le privé et le ouais, professionnel, et je dois me reconnecter sur 36 ah ouais. plateformes. Donc, chacun Chacun doit y ses trouver son usages. compte. Ça, chacun ses usages et ses facilités. On arrive tout doucement hein, à la fin de ce webinaire, de cette séance de questions-réponses. Comme d'habitude, de coutume, je vous laisse déjà à l'écran la petite enquête de satisfaction et n'hésitez vraiment pas à la remplir car c'est ce résultat de type d'enquête qui nous permet de pouvoir vous proposer ce type de webinaire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on a un beau bulletin, n'est-ce pas, Eric? Ouais. Alors, la question de Marjorie, elle nous dit, ça peut être déjà été posé, mais que faire si l'on veut émettre une facture via PayPal et que le destinataire, lui, n'y est pas encore inscrit? Donc, si vous voulez envoyer une facture à un assujetti TVA et que vous êtes vous-même assujetti, donc vous êtes dans l'obligation normalement de le faire, mais voilà, il se trouve que votre interlocuteur, lui, ben, n'est pas en ordre vis-à-vis du législateur, donc il n'est pas inscrit, eh bien, ce n'est pas votre responsabilité et libre à vous de lui faire parvenir la facture par tous les moyens que vous jugerez nécessaires. Donc, vous pouvez lui envoyer, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, par pigeon voyageur si vous voulez. La créance reste éligible. Toutes les règles d'éligibilité des créances sont d'application. Donc, vous lui transmettez comme vous pouvez et vous faites le nécessaire pour être payé de cette créance. Mais d'autre part, cet interlocuteur qui n'est pas inscrit, ce destinataire, eh bien, lui n'est pas en ordre et risque d'être taxé d'une amende de 1 500 euros pour le premier constat, et donc 3 000 et puis 5 000, ainsi de suite, au fur et à mesure des constats. Donc, ce n'est pas votre problème, je vais dire, si vos interlocuteurs ne sont pas présents sur le réseau, vous leur envoyez comme vous pouvez, par le vecteur que vous jugez nécessaire, en main propre par exemple. Le but pour vous est d'être payé. Donc,
s'ils ne sont pas inscrits, ce n'est pas de votre faute. Hein. Si votre voisin fait un excès de vitesse sur la route, ce n'est pas vous qui allez payer l'amende. Hein. Sauf si on est très généreux, peut-être. Voilà, Euh, c'est pas possible. et dès lors, si cette personne, par exemple, elle s'inscrit maintenant, est-ce qu'elle peut récupérer des factures déjà éditées par ses fournisseurs depuis 15 jours? C'est une question que nous avions eue lundi à laquelle nous n'avions pas eu le temps de répondre. Donc on ne sait euh, émettre des factures sur le réseau que vers un destinataire qui est bien présent sur le réseau. Donc, Ok. si on est présent sur le réseau que 15 jours plus tard, forcément, donc admettons qu'on est quelqu'un qui s'inscrive aujourd'hui et qu'il y a eu des factures qui ont tenté d'être envoyées il y a 15 jours sur le réseau, elles n'ont pas pu y aller puisque vous n'étiez pas dessus. Et donc, dans ce cas-là, ces factures n'existent pas, elles ne sont pas disponibles chez le fournisseur de services. Et donc, on ne sait émettre des factures que vers quelqu'un qui est bien présent et disponible sur le réseau. Donc, il faudra attendre les prochaines factures pour les recevoir par le bon moyen. Quoi. Ok. Et Voilà. alors, Maintenant, juste une petite précision, il ne faut ouais. pas s'inquiéter trop. Donc aujourd'hui, il y a une tolérance sur l'application des amendes pour peu qu'on prouve qu'on a fait une démarche rapidement ici en janvier, donc pendant les 3 premiers mois de l'année. Donc l'administration a émis donc, sur le site d'e-facturation Belgium, donc le site officiel donc, de BOSA sur la facturation électronique, qu'ils allaient faire donc preuve de tolérance pour peu qu'on prouve que pendant ces 3 mois, on ait entamé une démarche pour se connecter donc, sur le réseau. Donc pas de panique quand même. Ok. Et alors, on a Nathalie, tu te souviens, c'est le petit problème d'ID, qu'elle dit, ben oui, mais si le destinataire qui est bien inscrit sur PayPal, mais que le logiciel ne le détecte pas pour l'envoi de facture, à part contacter le logiciel, demander de corriger de leur côté, est-ce qu'il y a une autre solution? Alors, bon, ce qu'on voit sur des logiciels, c'est que certains permettent d'indiquer directement l'identifiant PayPal dans la fiche client. Et ça, c'est les bons logiciels. Donc, si vous avez l'adresse et que vous la mettez dans la fiche client comme vous mettez une adresse email dans une fiche client, et vous appuyez sur le bouton envoi, si vous avez mis la bonne adresse, la facture, elle partira sur PayPal, parce que l'identifiant, il existe et cet interlocuteur est présent. Même s'il n'est pas détecté et reconnu dynamiquement par le logiciel, si on a la bonne adresse, la facture partira. Par contre, vous avez quand même quelques logiciels qui ne travaillent que avec la recherche par le numéro d'entreprise. C'est toujours Bill to Box ici, nous dit Nathalie, pour la Ouais, précision. Bill to Box, en fait, je ne connais pas la fiche client par cœur parce qu'il y en a tellement. Donc, je ne sais pas si on sait indiquer en dur le numéro d'identifiant PayPal dessus. Mais si on sait le faire, il suffit de l'y mettre, de valider et la facture partira. Voilà. Mais certains logiciels, en fait, n'ont pas cette possibilité. Et ça, c'est un petit peu gênant parce que ça signifie aussi qu'avec ces logiciels, c'est compliqué d'envoyer une facture sur le réseau PayPal à un interlocuteur étranger, par exemple. Eh oui. Donc, parce que retrouver un identifiant avec un numéro d'entreprise étranger ou même qui ne serait pas assujetti à la TVA, parce qu'on peut parfois ne pas être assujetti à la TVA, ça voudrait dire qu'on n'arriverait pas à le faire. Quoi. Donc, c'est clair qu'il faut que les logiciels se standardisent et qu'il y ait cette possibilité d'indiquer l'identifiant PayPal directement dans la fiche client, qu'il soit parfaitement lié au numéro de TVA ou pas. En fait, Hmm, hein. c'est ça. Malheureusement pour Nathalie, c'est le logiciel du comptable qui l'a demandé justement de prendre pour avoir justement cette interconnexion. Ah Euh, oui. D'où oui, peut-être une petite frustration là, voilà, sur ce cas d'usage. Mais donc là, il faudrait absolument veiller à rectifier l'enregistrement. Quoi, hein. Donc je pense que c'est là que la le solution bas viendra. Quoi. blesse. Ouais. Ouais. Alors, on a Gilles, on parle d'un autre logiciel dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui. Accountable, Gilles, il est indépendant à titre principal avec le régime de la franchise. Est-ce que la version gratuite sur smartphone d'Accountable serait suffisante? Alors, donc première chose, est-ce qu'il y a un comptable qui fait la comptabilité et les déclarations voilà, annuelles et déclarations TVA ou listing annuel et que sais-je. Donc, si c'est un comptable qui s'en occupe, il faut absolument voilà, prendre contact avec pour être parfaitement raccord avec lui parce que on a des cas où des comptabilités faites par Accountable ont dû être refaites par des comptables pour des questions de dépenses non admises, voilà, voilà, des questions spécifiques de Il est, comptables. je me permets de t'interrompre parce qu'on a la précision de Gilles, il est maraîcher, il n'a pas de comptable. OK. Alors, a priori, ce n'est pas une mauvaise solution parce que je veux dire, il faut quand même dire que c'est relativement simple d'usage.
mais il faut faire attention avec les investissements partiellement déductibles, les dépenses non admises, enfin toutes ces choses-là qui sont un petit peu plus pointues, plus complexes. Donc si vous avez des investissements, ben, il faut quand même, voilà, disons qu'Accountable pour une comptabilité simplifiée d'indépendants, euh, je vais dire relativement simple, de prestataire de services, ça peut bien se passer. Mais dès qu'on va être sur des investissements où il y aura des camions, des achats marchandises, des prestations de services, où ça pourrait se compliquer, là, donc il faut quand même être prudent. Ça a ses limites. Donc c'est une bonne solution, mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Hein, donc c'est vraiment une question d'avoir un outil adapté à son cas de figure. Donc en termes d'utilisabilité et de fonctionnalité, c'est clair que Contable est un bel outil. Hein. Maintenant, dans les fonctionnalités pointues de comptable ou évoluées de comptable, ça a ses limites et donc il faut quand même veiller à prendre des précautions pour des comptabilités qui pourraient se compliquer pour des métiers, oui, comme maraîcher où on pourra avoir des investissements avec voilà, des véhicules, des camionnettes ou même des véhicules qu'on pourra avoir à usage personnel avec des dépenses non admises, ce genre de choses-là. Ben là, dans un comptable, ça peut se compliquer. Quoi. Ok, bah oui, et puis on me souffle dans l'oreillette que parfois aussi se méfier de toutes ces versions gratuites hein, aussi qui sont soit limitées ou que c'est vos données qui peuvent entre guillemets financer ces applications, donc méfiez-vous. Voilà. Mais donc voilà, Accountable, bon, ça plutôt pignon sur rue et donc Ouais, ils sont respectueux, je vais dire, de la législation quant à la sécurité, la protection des données et compagnie. Donc de ce côté-là, je vais dire voilà. Maintenant, c'est clair que l'adage ou si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit et certainement d'application en général parce que vous pouvez, je vais dire, voilà, subir de la publicité aussi à un moment donné. Mais d'un autre côté, je veux dire, le point principal, c'est que ça a ses limites en termes de fonctionnalité comptable, surtout quand le métier est un peu plus évolué, où on a des investissements par exemple, ou ce genre de choses-là, il faut quand même être méfiant. ok. Eh bien voilà, il est 20h01 et nous n'avons plus de questions, donc timing super bien géré, bravo Eric. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous pour toutes vos questions. Comme le dit Sandra, vous allez recevoir le lien du replay, celui de lundi aussi qui est un peu plus théorique. Si vous avez d'autres questions, le SNI est là pour vous aider. Je vous mets aussi le lien du site internet du SNI et un petit onglet spécialement consacré à la facturation électronique où vous pourrez retrouver d'autres dates car nous allons aussi faire d'autres sessions comme celle-ci. Encore une session théorique mais aussi d'autres sessions de questions-réponses. Les dates sont dans le site internet du SNI. La première session théorique ce sera le 26 janvier la prochaine et le 29 pour la séance de questions-réponses, pardon. Donc, si jamais d'ici là vous avez d'autres questions, la porte est ouverte, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour ces prochaines sessions. Comme d'habitude, tu as un très beau bulletin, hein, Eric, tu as encore Super. virevolté très bien d'un côté à l'autre, donc merci pour cela et merci à vous, cher public. On espère que cela vous aidera à y voir un peu plus clair dans ce défi, hein, on va pas se mentir, c'est un gros défi, ce défi de la facturation électronique obligatoire pour tous. Donc voilà, on espère vous avoir aidé. Passez toutes et tous une belle soirée et à bientôt peut-être. Bye bye. Merci, au revoir.